à toutes et à tous pour cette suite de série sur la philosophie de Socrate. Nous allons traiter aujourd'hui la suite, c'est-à-dire après la découverte socratique de la psyché de l'âme comme essence, comme substance de l'homme. Nous allons parler de l'éthique, de la morale, de l'éthique socratique et de son message de fondamentale importance. Eh bien oui, il y a le grand message de la morale, de l'éthique socratique. Ce grand message de l'éthique socratique, sa substance, le sens, la nouvelle signification concerne l'arrêté. C'est arrêté en grec veut dire vertu. Donc la traduction est vertu, virtus en latin. Et l'arrêté, donc les Grecs parlent beaucoup d'arrêté. Donc les philosophes, donc ce concept d'arrêté. Mais qu'est-ce que c'est cette vertu? Cette vertu. Eh bien, avec Socrate, le concept de vertu acquiert une nouvelle, une signification très intéressante et nouvelle. C'est-à-dire que si nous partons de sophistes, substantiellement, on peut dire qu'ils n'ont pas été capables, ils ne furent pas capables d'atteindre le but qu'ils avaient décidé d'atteindre, c'est-à-dire à travers leur technique d'éducation à l'art de la rhétorique, techne rhétorique, donc leur art de la parole, n'ont pas réussi quelque part à atteindre le but parce que vous savez que les sophistes, pas tous, mais la plupart, sont tombés dans ce qu'on appelle la sophistique éristique. C'est-à-dire l'éristique, c'est l'art du combat, de la lutte en grec. La parole était utilisée seulement pour parler, c'est-à-dire pour l'art du beau parler, et la parole était finalisée à elle-même. Je synthétise, c'est une problématique extrêmement complexe, celle des sophistes, et donc je ne vais pas revenir sur les sophistes, mais donc il y a ces terrains dans lesquels Socrate est sorti, et il avait eu une formation sophiste, mais il n'était certainement pas un sophiste éristique. Donc quelque part, cette idée de l'arrêté sophiste ou sophistique n'a pas convaincu. Il y avait la nécessité de renouveler ces concepts de vertu. La vertu n'est pas seulement le fait d'être habile, ces concepts de la des sophistes. La vertu consiste dans le fait d'être habile, d'avoir une habileté à parler, de manier les techniques. En fait, ça se réduisait seulement à une capacité technique, une habileté à manier la parole, à manipuler les autres. Or, si on parle d'éthique socratique, et surtout pour Socrate, on le verra, il n'est pas possible de partager cette vision des choses et encore moins de pouvoir parler d'éthique. Donc ce n'est pas une éducation, ce n'est pas une paideia, selon Socrate, cet arrêté sophiste ou sophistique basé sur l'art de la parole. En fait, pour le dire à terre, c'était parler pour parler, parler pour rien dire. Donc la parole finalisée à elle-même, une esthétique de la parole, mais non pas une éthique de la parole. Or, pour Socrate, pour revenir à Socrate, il a pu déterminer en quoi consiste l'arrêté, c'est-à-dire la vertu de l'homme. Elle peut être seulement ce qui permet à l'âme de l'homme d'être bonne, c'est-à-dire par nature, la nature de l'homme doit être bonne. En tout cas, il faut cultiver cette vertu, c'est-à-dire que le but, c'est d'obtenir l'âme la plus bonne possible, ce qu'il vise la pleine réalisation du moi spirituel, c'est-à-dire que le but, c'est d'atteindre vraiment l'homme intérieur. Le but de l'homme intérieur, c'est celui d'atteindre le bonheur, la félicité, le bonheur. Donc, il y a une nouvelle acception, une nouvelle vision de la vertu. La réponse de Socrate est célèbre. La vertu est science et connaissance. Le contraire de la vertu, c'est le vice. Donc, la dégénération du moi spirituel, la non-vertu, c'est-à-dire le vice, le contraire de la vertu, la privation de la science et de la connaissance, c'est-à-dire l'ignorance. Donc l'ignorance est l'ennemi de la vertu. En fait, on peut dire que l'arrêté de la vertu socratique veut dire rendre l'âme la plus bonne possible et réaliser
pleinement donc le moi spirituel. Réaliser pleinement le moi spirituel, ça veut dire s'acheminer, essayer d'atteindre le bonheur intérieur. La vertu est une science, et une connaissance, et son contraire, je résume, c'est le vice, c'est-à-dire l'ignorance. Il y a une révolution des valeurs que Socrate opère. Nous allons maintenant approfondir un peu ces concepts. Pour Socrate, l'âme, j'avais déjà dit, l'âme est le moi conscient, c'est-à-dire qui est conscient de soi-même. Donc l'âme aussi est l'intelligence. C'est-à-dire le moi conscient de soi-même est un moi intelligent. Ce moi intelligent constitue l'essence de l'homme. Donc la connaissance, ce n'est pas une accumulation de connaissances du fonctionnement des phénomènes de la nature. Vous l'avez bien compris que la philosophie de Socrate n'est pas dirigée vers l'extériorité, l'accumulation des connaissances de l'extériorité du cosmos, mais elle se dirige vers l'intériorité de qui? De l'homme. Comme j'avais déjà dit, expliqué, Socrate, dans la vidéo précédente, Socrate dit, mais à quoi sert de connaître les fonctionnements, essayer de comprendre les fonctionnements de l'univers, la science du cosmos, si nous oublions l'homme, si nous ne connaissons pas l'univers de l'homme, de l'individu. Et donc, en plus, pour Socrate, les secrets et le fonctionnement de l'univers, comme j'avais dit, est possible seulement, cette connaissance est possible seulement à un Dieu, certainement pas à l'homme. C'est une philosophie qui est une philosophie, je dirais, si je peux me permettre, de l'antériorité, non pas du repli sur soi-même, mais de la connaissance de soi-même. Gnosis auton, connais-toi, l'oracle de Delphes, qui répond, une fois interrogé, qu'est-ce que doit faire l'homme? Connaître soi-même. Gnosis auton, connais-toi toi-même. C'est une philosophie qui s'oriente vers et dans l'antériorité de la psyché humaine, c'est-à-dire de l'âme humaine. On dit qu'auparavant, les valeurs fondamentales pour les Grecs, avant Socrate, dans la culture grecque, les valeurs fondamentales étaient liées au corps, à la beauté du corps, à la vie, à la santé, à la force physique, à la beauté, ou alors ces valeurs c'est lié aussi à la richesse, au bien qu'on possédait, à l'extériorité de l'homme. Donc la richesse, la puissance, etc. Évidemment, Socrate ne dit pas que si on peut être riche, il ne faut pas être riche, ou alors qu'il ne faut pas être en bonne santé, ou qu'il ne faut pas être beau, il faut être forcément laid. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. C'est la révolution socratique consiste dans le fait que les valeurs fondamentales de l'homme ne sont pas à l'extérieur de lui. Ce n'est pas l'extériorité qui constitue la vertu, qui constitue l'âme de l'homme. C'est l'intériorité. La vraie richesse, il faut la rechercher dans notre conscience. C'est le fait de connaître soi-même. Donc, les valeurs fondamentales sont à rechercher dans une philosophie, dans une recherche de l'intériorité et non dans l'extériorité, dans des biens extérieurs, dans des biens matériels. Ensuite, il y a la vertu et une connaissance. Une connaissance, c'est-à-dire aussi, c'est très intéressant, parce que déjà avec Socrate, on a donc cette conscience, justement, cette distinction, cette conscience, ce savoir du bien et du mal, de la distinction du bien et du mal qui est fondamentale. Or, avant le christianisme, le problème du mal avait été bien sûr affronté. Le concept de mal ne naît pas avec le christianisme. Le concept de mal existe avant le christianisme, mais c'est les concepts mêmes qui changent. Ce qui est très intéressant chez les Grecs, c'est que la vertu est connaissance. Donc, si nous n'avons pas la connaissance, nous sommes dans le mal. C'est-à-dire que le concept de mal est lié à l'ignorance. C'est-à-dire que celle ou celui qui fait le mal est dans l'ignorance, mais il n'a pas la volonté de faire le mal. Or, cet aspect de la volonté, je ne dirais pas que c'est étrange, mais c'est quand même assez étrange parce que les Grecs
dans la philosophie grecque, à ma connaissance, la philosophie grecque n'a pas vraiment développé le concept de volonté. Or, cette idée de la volonté est beaucoup plus présente et centrale dans le christianisme. Pour revenir donc à Socrate, il y a cette identité des vertus et des sciences et des connaissances, vous l'avez compris. Dans plusieurs dialogues, d'ailleurs, Platon parle de ce sujet. Par exemple, Socrate ne distinguait pas entre savoir et la sagesse, par exemple. Savoir et sagesse étaient la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, Aristote aussi dit dans son éthique à Nicomaque, son traité de morale, la morale et sur l'éthique, il affirme que Socrate pensait que les vertus fussent des raisonnements. Des raisonnements sont tous des sciences. Donc, selon Aristote, ça c'est le témoignage d'Aristote, donc sur la centralité de l'âme, de la raison, de l'âme rationnelle, de la rationalité. Il y a une éthique socratique. Pour Socrate, il y a deux points fondamentaux. C'est que la vertu est science, donc connaissance. Connaître, ça veut dire se connaître, en tout cas s'acheminer dans la connaissance de soi-même, veut dire avoir la science de soi-même, du latin scire. Scire, ça veut dire so, je sais, savoir, donc avoir une connaissance. Et puis, le principe, deuxième point fondamental, c'est que personne ne pêche volontairement. Donc l'idée de la volonté n'est absolument pas centrale. Celui qui fait le mal ne le fait pas volontairement. Avec le christianisme, ce sera toute autre interprétation. Oui, le rôle de la volonté dans l'action morale, oui, mais le fait de pécher n'est pas lié à la subjectivité, à une volonté subjective. Il y a une volonté de pécher, mais parce que l'homme qui pêche est un ignorant et il ne se connaît pas. Il n'a pas la science, il ne possède pas la connaissance. Ce qui est important pour Socrate, pour ne pas faire le mal, c'est de soumettre la vie humaine à la raison. La raison est absolument fondamentale, sa propre âme, qui est rationnelle. Ce qui fait Socrate, c'est qu'il substitue à ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire à la vision du fait que la raison humaine soumettait le monde extérieur à sa domination. Ce qui fait Socrate, c'est qu'il soumet à la domination de la raison la vie humaine, non plus le monde extérieur. Il y a une soumission de la vie humaine, de sa propre vie, à la raison. Ça, c'est un élément absolument central et fondamental. Expliquer aussi ces concepts du fait du mal, c'est aussi le fait, la fameuse maxime latine qui dit « Video meliora proboque, sed deteriora sequa ». Ça veut dire, en deux mots, et ça c'est quelque chose que saint Paul aussi dans ses lettres reprend dans la théologie paulinienne, chrétienne, est reprise. Le video meliora proboque, c'est-à-dire je vois les choses les plus bonnes et je les approuve, mais j'ai fait les choses, en fait finalement j'ai fait les choses les plus mauvaises. C'est-à-dire que, en bref, en deux mots, je connais le bien, mais finalement, tout en connaissant le bien, je fais le mal quand même. Ça, donc, c'est-à-dire que quelque part, il y a une connaissance de ce que nous devions faire, mais finalement, nous faisons le mal quand même. Et donc, mais nous sommes quand même dans une sorte d'ignorance de ce que nous devrions faire, tout en le sachant. Ou alors, nous ne le connaissons pas du tout. Mais en tout cas, pour Socrate, pour les Grecs, le concept de mal reste quelque part confiné dans le concept d'ignorance. Le mal est une forme d'ignorance. L'homme qui fait le mal, selon Socrate, pense que le mal soit un bien, la vision socratique. C'est ça le problème. C'est très important ce concept du bien et du mal. Voilà l'éthique socratique. L'homme qui fait le mal le fait parce qu'il est ignorant. C'est parce qu'il ne connaît pas la vérité, parce qu'il ne fait pas une recherche de la vérité. Peut-être parce qu'il ne sait même pas comment la rechercher. C'est une erreur. Il est dans l'erreur, il est dans l'ignorance, il est dans la non-volonté. L'homme qui fait le mal, quelque part, en fait, finalement, il ne sait même pas ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il croit faire le bien, mais en fait, il fait le mal. Donc, il est dans l'ignorance. C'est ça que Socrate combat. C'est pour ça, le but de connaître soi-même, c'est la recherche de la vérité. On le verra avec la maïotique.
et l'anamnésis et la réminiscence. La réminiscence, on le verra dans les séries prochaines. Donc la critique, c'est que quelque part à Socrate, c'est que, on le verra, donc ce sera le christianisme, comme je disais tout à l'heure, déjà le christianisme qui a été le seul à révéler à l'homme occidental la bouleversante signification du péché et du mal moral. Pour les Grecs, pour Socrate, en fait, il opère quand même quelque part, Socrate, une réduction du problème énorme du mal, du péché, à une erreur intellectuelle. Donc on accuse Socrate on remarque chez Socrate un intellectualisme éthique. Un intellectualisme éthique, c'est-à-dire une intellectualisation, si on peut dire comme ça, de la structure de l'âme humaine et surtout du problème du mal. Donc l'éthique, si on fait une comparaison entre l'éthique grecque et l'éthique romaine, l'éthique chrétienne, il y a une différence énorme. Le christianisme parle de péché, mais le concept de péché, donc selon la vision chrétienne, est beaucoup plus lourde de conséquences et ce n'est pas seulement une question d'ignorance. Il y a vraiment la volonté, l'accent est mis dans la volonté de pécher et d'aller contre la volonté, c'est-à-dire la volonté subjective, limitée de l'homme qui s'oppose avec orgueil à la volonté divine. Et donc cette volonté de péché, donc le concept de péché. En tout cas, Socrate, quoi qu'il en soit, opère un tournant immense, colossal dans la philosophie grecque, et dans le monde grec, dans la culture grecque. Donc il y a de nouveaux concepts qui sont introduits par Socrate dans la problématique éthique. Et le concept, par exemple, de maîtrise de soi. Le concept de maîtrise de soi qui est lié à psyché, c'est-à-dire à l'âme. Cette autodomination de soi-même, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire une maîtrise de soi, est la domination de sa propre animalité. Parce que l'homme est aussi un animal, comme dira Aristote, l'homme est un animal rationnel, raisonnable. C'est ce qu'on appelle en grec, donc celui qui maîtrise, l'adjectif c'est enkrates en grec, capable de se dominer, l'enkrateia. L'enkrateia en grec, ça veut dire la maîtrise de soi. S'autodominer, dominer sa propre animalité, ses propres instincts, même les plus bestiaux. L'âme, anima en latin, l'âme est la maîtresse du corps, celle qui domine le corps. La raison est celle qui domine les instincts, le contrôle, la domination sur ses propres instincts, sur sa propre animalité. Donc l'enkrateia est la domination de soi-même, la domination sur sa propre animalité pour Socrate, et cette enkrateia amène à l'éleutheria, l'éleutheria qui est la liberté, le concept de liberté. Mais en fait, le concept de liberté socratique s'oppose à la liberté conçue par les Grecs avant Socrate. C'est-à-dire que la liberté était considérée jusqu'à ce moment-là uniquement sur le plan juridique et sur le plan politique. Donc, c'est-à-dire c'était une liberté extérieure. Donc, Socrate ne dit pas que cette liberté-là ne doit pas exister, mais la vraie liberté n'est pas celle-là. La vraie liberté est une liberté intérieure, c'est-à-dire que, voilà, l'éthique socratique, il y a une signification morale de la liberté. C'est-à-dire que cette domination de soi-même, cette domination que la rationalité exerce sur l'animalité de l'homme est centrale. C'est celle-ci la vraie liberté, la liberté intérieure de la domination. Et puis il y a le concept de autarcie, donc on a l'enkrateia, il y a l'éleutheria. L'autarkeia en grec, c'est l'autonomie de la vertu et l'autonomie de l'homme qui possède cette vertu. C'est-à-dire que autonome, autarkes en grec, ça veut dire autonome, indépendant. Platon donc met en évidence tout cela, en faisant parlant Socrate, etc. À quoi consiste rapidement cette autarcie, donc l'autarkes, l'homme, l'aner autarkes? C'est que c'est la seule raison, la psyché est suffisante
pour atteindre le bonheur, c'est le fait que ceux qui s'abandonnent au plaisir, au désir et aux pulsions ne seront pas heureux. En fait, c'est central. Il y a un passage de l'autarcie de l'autarque, il y a technique sophistique, l'autarcie sophistique qui s'est limitée à une domination technique de la parole ou de métier. Là, on passe à un concept d'autarcie morale, socratique. Ça, c'est un élément absolument central qu'il faut retenir, qui constitue le pivot des fondations de l'éthique socratique. Donc, rapidement, la liberté, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le libre arbitre, la liberté est la liberté du logos, c'est-à-dire la capacité de la raison à dominer sa propre animalité, l'animalité humaine, alors que le libre arbitre relève de la volonté, c'est la liberté de la volonté, du vouloir. Nous avons aussi les concepts de monisme socratique, le plaisir, donc la vertu qui est considérée comme la suprême habilité humaine. Le plaisir donc implique la raison et la science. Ce concept d'aïmonie en grec, c'est-à-dire de félicité et de bonheur, vous comprenez bien que si on parle du bonheur, les bonheurs concernent la sphère morale. Or, pour Socrate, le bonheur n'est pas lié au bien extérieur. L'homme ne peut pas baser, ancrer, lier son bonheur à la possession des biens extérieurs, non plus aux biens concernant le corps, les biens du corps, donc au niveau physique. Il faut lier les concepts de bonheur, et pas seulement le concept, c'est-à-dire les sentiments du bonheur, le ressenti du bonheur. Les sentiments du bonheur, il faut le lier à l'âme. Socrate comme philosophe de la psyché, de l'âme de l'homme. En quoi consiste ce bonheur, cette eudaimonia en grec? Ce bonheur pour les Grecs, bien sûr pour les Grecs, mais en tout cas pour Socrate et pour Platon, c'est le fait d'être pleinement soi-même. Être pleinement soi-même, ça veut dire, et ça c'est extrêmement important, c'est très important, et c'est très intéressant parce qu'Hannah Arendt reprendra ces concepts de l'accord avec soi-même, justement de Platon et donc de Socrate. Être heureux, être dans le bonheur, c'est être pleinement soi-même, et être pleinement soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réaliser le plein accord, c'est-à-dire un accord cohérent, total, complet avec soi-même. Vous voyez que c'est toujours une relation intérieure, voire intime, de l'individu, du sujet, de l'homme, qui instaure un dialogue intérieur, comme Platon dit d'ailleurs, et Socrate aussi, et dans ce dialogue intérieur, dans cette dialectique intérieure de la conscience de l'homme, doit y avoir un accord, c'est-à-dire une harmonie. Donc on peut continuer en disant qu'il faut réaliser, il faut que l'homme tende vers la réalisation de cette plénitude intérieure, c'est-à-dire de ne pas être en contradiction avec lui-même. Vous l'avez bien compris, et ce n'est pas Socrate seulement qui l'a dit, dans d'autres courants philosophiques comme le stoïcisme ou l'épicurisme, etc. On verra que la philosophie ne considère pas le bonheur lié aux choses matérielles. Donc ce ne sont pas ni non plus liés à la fortune, c'est-à-dire le concept latin fortuna, la fortuna, c'est-à-dire vicissitude de la vie, mais en tout cas des aléas de la vie. Donc on peut avoir de la chance, on peut ne pas être chanceux. Dans la vie, il y a une alternance de situations qui nous sont favorables et des situations défavorables, mais donc nous vivons dans une instabilité permanente. Donc si nous lions le bonheur au bien extérieur, à la fortuna, c'est-à-dire à la fortune, si on peut traduire littéralement ces mots latins, donc c'est-à-dire à ce qui peut arriver ou ce qui peut ne pas arriver, bien sûr, nous ne serons jamais dans une situation intérieure de félicité, de bonheur constante et permanente. Le fait d'être malheureux, donc le non-bonheur, selon Socrate, ça c'est très intéressant. Quand nous sommes malheureux, c'est-à-dire que nous n'avons pas de bonheur, ça veut dire que selon lui, tout cela ne vient pas de l'extérieur.
ne vient pas de l'extérieur. C'est nous-mêmes. La cause de notre non-bonheur, hein, c'est-à-dire d'être malheureux, vient de nous-mêmes. Elle provient directement de profondeur de notre psyché, donc notre âme. Donc nous ne pouvons pas attribuer aux autres ou aux choses notre malheur. Nous pouvons continuer cette référence sur l'éthique socratique en disant avec Socrate que la vertu, hein, on avait vu le concept de vertu arrêté en grec, est arrêté à une valeur en soi et pour soi, et selon Socrate, et donc Platon aussi, n'a aucunement besoin d'une récompense. C'est-à-dire que l'homme vertueux, l'homme qui donc est en accord avec soi-même, vit dans une plénitude complète à l'intérieur de soi-même, l'homme qui ne s'ancre pas, qui ne se met pas à la merci de la fortune, ce changement perpétuel des événements à l'extérieur de lui-même. Il est clair que cet homme est vertueux, possède la vertu qui a une valeur en soi et pour soi, c'est-à-dire que l'homme vertueux n'est pas celui qui veut devenir ou qui cherche la vertu pour être applaudi par les autres, pour être reconnu, pour avoir une reconnaissance sociale, pour être bien considéré par les autres. Le but, c'est au niveau éthique, l'éthique socratique vise vraiment une autonomie totale, hein, l'autarkie, hein, comme nous avions dit, une autonomie totale de la vie morale. Cette vie morale, donc cette vertu, donne la possibilité à l'homme d'être heureux, donc de vivre une vie heureuse. Non pas pour être reconnu par les autres, non pas pour la gloire, mais c'est pour lui-même. Ce n'est pas l'extériorité qui compte, c'est l'intériorité qui compte pour Socrate. La vertu, en elle-même, vaut en soi et pour soi, et donc n'a pas le but de vouloir être récompensé. Ce n'est pas la récompense. Les grands philosophes, phénoménologues tchèques, Jan Patočka, écrit de belles pages sur Socrate, sur ce sujet et sur bien d'autres, dans son livre, donc Socrate. Donc c'est un livre que je conseille, c'est vraiment très intéressant. Qu'en est-il de l'amitié? En deux mots, l'amitié est importante pour Socrate. La question, qui est l'ami, le vrai ami? Qui peut être considéré en vrai ami? L'ami vrai, la vraie amitié consiste dans la possession de la vertu. C'est ce que je viens de dire, je viens d'expliquer tout à l'heure. Un homme qui possède la vertu, comme je viens d'expliquer, hein, dans les sens socratiques et platoniciens, bien sûr, un homme qui possède la vertu est un homme qui a soi-même. Donc c'est ça qui est important. Bien sûr qu'il est dans les relations sociales, mais c'est un homme qui n'a plus besoin de chercher à l'extérieur la source de son bonheur. Pourquoi? Parce qu'il l'a trouvé en soi-même. Donc nous sommes dans l'éthique socratique ici, dans la morale socratique. Cet homme est autarkes, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire il est autonome. Pourquoi? Parce qu'il a la maîtrise de soi, enkrates. L'enkrates, c'est un homme qui a la maîtrise de soi et en plus qui possède toutes les qualités qui se réfèrent à la maîtrise de soi. Le vrai ami, c'est lui qui sait suffire à soi-même. Finalement, le vrai ami, c'est nous-mêmes. Le vrai ami, ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est à l'extérieur, dans la relation avec les autres, ce n'est certainement pas le fait que l'autre, on devient ami par intérêt, parce que l'autre est très puissant, et riche, et est célèbre. Il y a toujours cette dimension introspective. On peut dire que l'amicizia, l'amour, le désir, selon Socrate, sont toujours à ramener à la dimension de la psyché, donc du psychisme, donc de l'âme, de l'intériorité de l'homme. Et donc, tout ça est fondé sur la vertu, l'arrêté. Passons maintenant au rapport de Socrate avec la politique. Or, les rapports de Socrate avec la politique sont importants. Il suffit de lire ou de relire l'apologie de Socrate, par exemple. La politique socratique, si on peut dire comme ça, la politique vue par Socrate, c'est très intéressant parce que vous savez que Socrate a été condamné à mort. La cité-État, donc la cité, la polis,
grecque le rejette, accusé d'empiété et de corruption de la jeunesse. Socrate est condamné à mort, donc il accepte, tout en la critiquant, mais il accepte la sentence de mort et il meurt en buvant la ciguë. Donc en toute cohérence, il ne veut pas s'enfuir, il aurait pu, il ne le fait pas. Il respecte la loi de la polis, de la cité. Dans ces cadres, donc tout ça on le trouve dans l'apologie de Socrate, qui est un chef-d'œuvre. L'apologie de Socrate est vraiment, à mon sens, un dialogue magnifique et même émouvant. Qu'en est-il, quid de la politique selon Socrate? C'est très important, parce que finalement, on n'en parle pas beaucoup. Qui est-il, le politique, l'homme politique bon, vraiment, qu'il faut à la polis, selon Socrate? Les politiques sérieux, bons, compétents qu'il faut, selon Socrate, est celui qui prend soin de l'âme des hommes qu'il gouverne. C'est en fait l'homme qui est moralement parfait, selon Socrate. C'est-à-dire que Socrate dit qu'il faut tendre le plus possible à la perfection morale. Or, sur le plan politique, dans les systèmes politiques de la polis, pour gouverner les hommes, gouverner les cités, fondamental que l'homme politique soit bon et pas méchant. Et pour être bon, eh ben, il doit s'occuper de prendre soin de l'âme, son âme, et puis aussi des hommes, de l'âme des autres, si on peut dire comme ça. Vrai politique qui serait l'homme moralement parfait, éthiquement parfait, doit rentrer dans cette dimension de l'âme, de la psyché, et doit être capable de soigner les âmes des autres. C'est ça qu'il veut dire Socrate. C'est Platon qui fera prononcer donc le Gorgias aussi, ces concepts aussi du politique vertueux, doit être celui qui s'occupe des âmes et qui soigne l'âme des hommes de la cité. Elle est très intéressante, l'analyse socratique. Donc on peut dire que même si Socrate a toujours refusé de devenir un politique, cela ne voulait pas dire qu'il ne s'intéressait pas à la politique, au sens de la politique. Donc il était bien loin d'être un apolitique, c'est-à-dire quelqu'un qui vivait in toto, complètement, totalement à l'extérieur de la politique. Eh bien non, dans l'horizon intellectuel, donc psychique aussi, socratique, il y a la polis grecque, la polis, la ville, la cité-État par excellence, qui est Athènes. Et dans cet horizon mental, psychique, socratique, donc il y a donc de la place pour la politique. Même, comme dit Giovanni Reale dans ses textes, livres magnifiques sur l'histoire de la philosophie grecque et romaine que je vous ai montré la dernière fois, il parle de métapolitique. Métapolitique, c'est-à-dire métapolitique, méta en grec ça veut dire au-delà, après quelque chose. Donc la conception politique de Socrate va au-delà aussi, même dit quelque chose de plus par rapport à une conception de la politique, une conception de la philosophie politique qui reste à l'analyse de la politique telle que telle, mais là, Socrate rajoute un élément éthique. Cela est vraiment très intéressant. Et puis aussi, on peut parler aussi de l'évolution de la non-violence. Socrate est un non-violent et il dit qu'il ne faut pas utiliser la violence, puisque l'arme de la violence est destructive. Quelle est l'arme? L'arme qu'il faut utiliser, c'est l'arme de la persuasion, donc de la parole. Socrate ne fait jamais recours à la violence. Il n'appelle jamais à la violence. Même quand il est condamné à mort et il est jugé, il se défend toujours, mais sans violence, donc à travers la parole et l'art de la persuasion. Donc cette révolution non violente qui se base sur la parole, la puissance de la persuasion de la parole, elle est utilisée par Socrate, il faut l'utiliser non seulement vis-à-vis des hommes, mais aussi par rapport à l'État, donc dans la politique. Je termine cette partie. Nous passerons dans la prochaine vidéo, 5e épisode, sur la théologie socratique. Merci et à bientôt.